L'histoire commence en nous parlant de super-héros, des êtres fictifs dotés de pouvoirs que tout le monde adore. Par conséquent, les films mettant en scène ces personnages rapportent environ 3 500 milliards onces par an. De plus, leurs bandes dessinées se sont vendues à plus de 85 millions d'exemplaires et les parcs à thème qui les inspirent ont déjà accueilli plus de 515 millions de personnes. Il s'avère que toutes ces choses incroyables ne sont rien de plus que de la pure fiction. Elles sont complètement fausses. À ce moment, nous voyons une famille heureuse avec le fils qui demande à son père de l'emmener voir son héros. Soudain, en marchant, les deux lèvent les yeux vers le ciel et voient une étrange silhouette flotter. Le petit garçon est alors super excité et crie que c'est un vrai super-héros. Son père est curieux et se demande qui pourrait être cet être qui a rendu son fils si heureux. Les gens autour remarquent également la silhouette, mais pensent que ce n'est qu'un enregistrement d'un film. Mais un type dans la foule rit et dit que les gens normaux ne comprennent rien. Il crie ensuite avec un sourire sur son visage que cet homme flottant est un vrai surhumain. Un photographe commente les rumeurs sur l'existence de héros et se prépare à prendre la première photo. Il demande ensuite au surhumain de prendre une pose différente pour son appareil photo. L'être mystérieux demande si une pose comme celle-là serait bien et quelque chose de terrible arrive au photographe. Avec cela, une fille qui était à proximité est couverte d'un liquide rouge et entre en état de choc. Ses yeux s'écarquillent d'une terreur absolue alors qu'il réalise la situation horrible dans laquelle il se trouve. Tout le monde autour commence à crier de terreur quand il voit que le soi-disant héros était un meurtrier. La foule panique et commence à s'enfuir désespérément de cet endroit. Au milieu du chaos, les gens se poussent et se crient dessus pour se frayer un chemin. Alors que la foule crie à l'aide, le méchant sourit et parle aux enfants d'une manière sinistre. La terreur sur le visage d'un homme est évidente alors qu'il crie désespérément encore et encore. Bientôt, le bruit s'arrête et la foule se calme un peu. Toujours très effrayé par la situation, le surhumain fait alors un signe de silence et demande à tout le monde d'écouter un son. Puis, avec un sourire effrayant et des yeux rouges, il révèle ses véritables intentions. Dans le ciel, tout le monde voit plusieurs boules de feu tomber à grande vitesse vers la ville. À ce moment-là, toute l'humanité observait le début de sa fin inévitable. Ainsi, avec l'émergence d'un véritable surhumain, le monde est confronté à une crise apocalyptique. La personne responsable de tout cela sourit simplement en pensant que la destruction massive est une chose vraiment cool. Le deuxième jour, l'ouest des États-Unis est complètement détruit par celui-ci. Le lendemain, c'est au tour du Groenland d'être complètement rayé de la carte. Le quatrième jour, le nord de la France est réduit en cendres avec 7% du monde anéanti. En seulement 5 jours, cet être unique a réussi à provoquer toute cette destruction mondiale. En réponse à cela, les gouvernements du monde entier ont formé les forces alliées mondiales avec lesquelles ils ont rapidement approuvé une contre-attaque contre le seul surhumain. Pendant ce temps, la cause de tout le chaos se détendait paisiblement sur une plage paradisiaque. L'homme allongé sur une chaise de plage semblait n'avoir aucun souci au monde. Il était si détendu qu'il a même bavé un peu en faisant une bonne sieste. Le choix des forces alliées était simple et clair comme on le voit dans le reflet de leurs lunettes. La solution trouvée était une bombe à hydrogène de 100 mégatonnes larguée juste au-dessus de lui. Avec cela, une gigantesque explosion illumine le ciel d'une lumière extrêmement intense. De l'espace, un satellite observe la destruction massive qui a envahi cette région. Avec l'explosion, 3 pays voisins ont complètement disparu de la carte ce jour-là. Mais le surhumain qui a pris la bombe de plein fouet n'a même pas été égratigné. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, la situation était de pure tension et de désespoir total. Les dernières nouvelles montrent que le méchant est apparu et a révélé son nom comme étant Friday. Le président des États-Unis est choqué que même les sous-marins nucléaires n'aient pas fonctionné. Le dirigeant nommé James Logan se demande quelle est la véritable identité de cet être. À ce moment-là, l'un de ses hommes entre dans la pièce et annonce que Friday est dans la capitale. Le président est surpris et l'homme dit que le méchant l'attend. Sans hésiter, James Logan ordonne à tout le monde d'aller à la capitale tout de suite. Là, il se prépare pour les réunions entouré de soldats lourdement armés. L'un de ses gardes lui offre un gilet, mais il refuse en disant que cela ne servirait à rien. Il ajuste ensuite sa cravate car il doit montrer de la confiance au monde entier. James se dirige ensuite vers le bâtiment car il représente maintenant toute l'humanité. À son arrivée, il se présente à Friday et les deux se serrent formellement la main. Le méchant sourit alors et dit qu'il était si anxieux qu'il ne pouvait même pas dormir correctement. Avec ses yeux brillants, le président ignore la provocation et demande ce qu'il veut. Friday répète la question avec un sourire maléfique sur son visage montrant sa satisfaction. Il répond alors qu'il le veut mort et attaque le président sans aucune pitié. Friday dit qu'il est impatient de voir comment les humains réagiront à la mort de leur chef. En voyant la scène, les soldats crient le nom du président et commencent à tirer sur le méchant. Cependant, les balles ne causent aucun dommage au surhumain, elles ricochent simplement. D'un mouvement rapide, il jette le corps du président au loin avec ses griffes. Le dirigeant tombe au sol sans vie tandis que l'un de ses hommes court désespérément vers lui. Même s'il a été abattu de tous les côtés, les balles n'ont même pas égratigné son corps. Friday se tourne alors vers les caméras qui diffusent tout en direct dans le monde entier. Il demande ensuite s'il est le seul méchant et dit que personne ne comprend ses motivations. Avec cela,
il commence à raconter une triste histoire sur la façon dont il fouillait dans les ordures pour manger. Sa mère est tombée malade et est décédée parce qu'il n'avait pas d'argent pour un traitement hospitalier. Son père est devenu alcoolique et a été abattu par la police alors qu'il volait de l'alcool. Le surhumain dit qu'il était très malheureux et que le monde ne s'est jamais soucié de lui. Puis il demande sarcastiquement si l'histoire n'est pas assez touchante et avec un sourire fou sur son visage, il révèle que tout ce qu'il vient de dire est un mensonge. La nouvelle de la folie de Friday et de la mort du président se répand dans le monde entier. Cette diffusion en direct a suffi à plonger le monde entier dans un chaos total et, avec une panique généralisée, les gens ont commencé à perdre espoir en l'humanité. L'étincelle d'espoir qui restait s'éteignait lentement pour tout le monde. Mais même avec tout le désespoir, une petite étincelle d'espoir existait encore quelque part. Au milieu d'une forêt enneigée, nous voyons de la fumée sortir d'une petite cheminée. À l'intérieur de la cheminée, quelque chose ou quelqu'un regardait tout de loin. En regardant à travers, nous ne voyons qu'un tunnel profond et sombre. À travers une lunette, il est possible de voir les fils de plusieurs personnes bouger. Nous avons ensuite découvert une base de missiles souterraine secrète en Suisse. Un scientifique rapporte que le projet de lance Neptune sera prêt la semaine prochaine. Le commandant du site dit que le moment de la bataille finale est enfin arrivé. Yakin dit qu'ils montreront à Friday que l'humanité n'abandonne pas facilement. À ce moment, le toit de la base s'effondre avec une explosion assourdissante. Le commandant est complètement choqué et n'arrive pas à croire ce qui se passe. Friday apparaît et tout le monde se demande comment il a trouvé la base à 250 mètres sous terre. Les gens paniquent et crient à tout le monde de courir désespérément. Le méchant regarde alors le missile et demande s'il faisait quelque chose d'intéressant. Le docteur va voir le commandant et dit que maintenant tout est fini pour eux. Avec une expression sérieuse sur son visage, le chef semble accepter son sort. Les soldats de la base, même terrifiés, se préparent à combattre l'envahisseur. Les mains tremblantes, ils pointent leurs armes sur le surhumain. Le commandant appelle alors le docteur Zhou Songean et lui ordonne d'évacuer avec les civils. Il transmet la direction au docteur en disant qu'il est maintenant le nouveau chef. Le scientifique est confus et ne comprend pas ce que Yakin veut dire par là. Yakin insiste sur le fait qu'il doit survivre et rallier les gens avec conviction pour l'avenir. Le commandant continue en disant que le docteur doit rassembler ceux qui veulent protéger l'humanité et leurs familles. Yakin termine ensuite en disant de montrer au monde que l'humanité ne perdra jamais face aux méchants. Le scientifique ému dit au revoir, en disant que c'était un honneur de servir sous son commandement. Sur ce, le docteur commence à courir tandis que Yakin se tourne pour faire face à son destin. Friday fait semblant d'essuyer une larme et se moque du commandant pour être si gentil. Malgré la peur, les soldats restent fermes et continuent de pointer l'ennemi. Le chef s'adresse alors à ses troupes et dit que c'était un honneur de les avoir tous dirigés. Il poursuit son discours et dit que même si personne ne se souvient de leur nom, il se souviendra de chacun d'eux tout en tenant un détonateur dans sa main. Soldats prêts à donner leur vie lors de la dernière bataille pour l'humanité. Tout le monde pointe ses armes prêts pour le combat final contre le surhumain. Friday se contente de sourire de côté en trouvant toute la situation très amusante. La scène se déplace ensuite vers une forêt enneigée où un homme tire avec un fusil. Il réussit à frapper un cerf qui passait à ce moment précis. Le garçon laisse alors échapper un soupir de soulagement dans l'air froid de la montagne. Satisfait, il dit qu'il a enfin réussi à attraper sa proie pour le dîner à la périphérie de Séoul. Cela fait plus de 5 ans depuis l'incident de Friday. L'animal est maintenant allongé sans vie dans la neige après avoir été abattu. Le chasseur prend une profonde inspiration, l'air soulagé d'avoir assuré son repas pour la journée. Ce jeune homme s'appelle Baekda HW et il a 27 ans. La scène avance de 5 ans et nous sommes à Séoul, en Corée du Sud, où tout est en ruine. Marchant dans la neige, le garçon marche sur une vieille affiche avec le visage du méchant Friday dessus. Portant le gibier sur son dos, il arrive enfin à la porte de sa maison au milieu du blizzard. En entrant par la porte, le chasseur annonce qu'il est de retour tout en portant son équipement et sa proie. Cependant, le jeune homme a une expression confuse lorsqu'il voit quelque chose d'inattendu à l'intérieur de sa maison. Assis sur le sol, il y a 2 petits garçons et Dahua se demande ce qu'ils font là. Soudain, le garçon blond le regarde avec de grands yeux surpris. Le petit garçon pointe ensuite la chasse et dit avec enthousiasme qu'il savait que Dahua serait capable d'attraper le cerf. En récompense, le garçon blond dit que les 2 bonbons en forme d'ours sont maintenant à lui, mais le garçon nommé Bang Jong-sik a déjà pris les bonbons et le garçon blond crie pour qu'il les lui rende. Ensuite, une poursuite commence et le blondinet menace Jong-sik alors qu'il court autour d'un autre enfant. Pendant ce temps, un 3e enfant qui dessinait regarde juste la confusion des 2 autres. Le chaos continue avec les 3 qui courent dans la pièce et se crient dessus pour des bonbons. Voyant tout ce désordre, le chasseur a l'air épuisé et crie avec colère le nom de Bang Jong-sik. Au milieu de Séoul détruite, cette maison est le seul endroit bruyant et aussi leur cachette. Avec cela, il commence à avoir un flashback du moment où il a rencontré ses petits pour la première fois. Le souvenir le ramène 4 ans en arrière alors qu'il marchait en pensant à ce qu'il allait manger. Il décide alors qu'il veut une nouille spécifique mais entend quelqu'un crier pour qu'une porte soit ouverte. À la porte d'un dépanneur, 2 hommes ont menacé de s'introduire si personne ne leur ouvrait la porte. Lorsque les gars ont remarqué le garçon, l'un d'eux dit qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes et demande s'il a les nouilles.
Le garçon reste silencieux en regardant les deux hommes étranges debout devant lui. Il reconnaît alors l'un d'eux comme un employé du magasin et commente l'atmosphère tendue à ce moment-là. Le blond l'appelle avec un regard furieux et une veine qui ressort sur son front. Sans aucun avertissement, le type attaque avec un marteau en criant s'il veut se transformer en biscuit avec un mouvement rapide. Dawa esquive de justesse le coup qui allait frapper sa tête. L'attaquant tombe alors au sol en ressentant une douleur soudaine dans son corps sans en comprendre la raison. Il se rend vite compte que notre protagoniste l'a frappé au foie tout en esquivant le marteau. Le jeune homme se demande comment cela a été possible et Dawa se plaint que l'employé n'est pas amical. À ce stade, l'homme plus âgé l'appelle nouille frite avec une expression très sérieuse. Le grand gars se précipite alors en avant et essaie de porter un coup de poing puissant à notre héros, mais le garçon bloque l'attaque et utilise l'élan de l'ennemi pour le frapper. La technique de Dawa frappe l'homme plus grand de plein fouet avec un puissant impact dévastateur. Le grand gars sourit et dit qu'il est le premier à lui faire utiliser cette technique sur quelqu'un, mais l'expression de l'homme se transforme en choc et en douleur alors qu'il bégaye le nom du mouvement. Dawa trouve ce vieil homme très étrange alors qu'il le porte sur son dos sans rien comprendre. Le blond sur le sol demande alors à Dawa d'emmener le vieil homme avec lui, laissant le garçon confus. Nous voyons ensuite le blond porteur le grand gars sur son dos en se plaignant de son poids. Après toute la confusion, notre protagoniste obtient enfin les pattes qu'il voulait. Il sourit en disant qu'il n'en a plus qu'une et le blond en colère lui dit de se taire. Dalua dit alors qu'il va aux toilettes et la voix d'un enfant demande si les personnes âgées sont déjà parties. Le garçon s'approche de la porte des toilettes mais elle est verrouillée et il demande s'il y a quelqu'un là. À l'intérieur, il trouve 3 enfants et une femme malade qui l'ont menacé de ne pas s'approcher. Une des filles crie alors sur l'autre garçon en le traitant d'idiot pour avoir pensé qu'il était le tyran. Un des garçons essaie de calmer la bagarre en disant qu'ils doivent rester unis dans des moments comme celui-ci, mais l'autre garçon le blâme en disant que c'est son idée d'aller au magasin et c'est pourquoi ils sont en danger. La petite fille se défend également et nie avoir accepté l'idée d'aller à cet endroit. Voyant la situation, le garçon essaie de négocier avec Dawa pour tout résoudre pacifiquement, mais la petite fille ne veut pas parler et attaque notre héros avec un balai coloré. L'autre garçon se joint également à la bagarre et essaie de frapper Dawa avec le manche d'une raclette. Bang Jung-sik dit que le moment est enfin venu de présenter son talent de baseball. Avec un cri, il balance ensuite le club de toutes ses forces en déclarant que c'est un art. Le problème, c'est que le coup était si mauvais qu'il finit par frapper son ami au lieu du protagoniste. Le garçon qui a été touché tombe au sol en tremblant et maudit Jung-sik pour son manque de précision avec la batte. Le petit joueur de baseball est paralysé de choc quand il voit qu'il a blessé son coéquipier. Effrayé par la réaction de l'autre, il court se cramponner à la jambe de Dawa en demandant de l'aide. Dawa ignore l'agitation et va voir la femme malade, mais les enfants lui crient de ne pas la toucher. Il pose ensuite sa main sur son front pour vérifier sa fièvre alors qu'elle respire bruyamment. Avec ça, le garçon enlève son sac à dos et l'un des garçons demande ce qu'il va faire. Il prend des médicaments dans son sac et les tend à la petite fille qui tient encore le balai. Il explique que c'est un antipyrétique à prendre 2 fois par jour et dit qu'il est juste venu chercher de la nourriture. Il s'excuse pour la frayeur et dit qu'il part tout de suite, laissant la petite fille confuse. Quand le garçon se tourne pour partir, la petite Jong-suk est toujours accrochée à sa jambe. Le protagoniste demande au garçon de le laisser partir et le garçon finit par tomber maladroitement au sol. À ce moment-là, l'autre garçon commence à se battre avec Jung-sik, l'accusant de l'avoir frappé exprès. La fille dit alors aux autres qu'ils doivent prendre une décision pour survivre. La scène change et nous voyons notre héros marcher dans la rue tandis que les enfants le suivent en portant la fille. La petite fille dit qu'ils ne le suivent pas, mais qu'ils se trouvent aller dans la même direction. Malgré l'excuse boiteuse, il était évident que les petits allaient après lui. Les 3 continuent à marcher ensemble à travers la ville en ruine sans destination claire. Avec un sourire sur son visage, le garçon commente qu'il semble bien qu'ils le suivent. Voyant que les petits sont épuisés, il demande s'ils ne veulent pas l'accompagner. La fille est surprise. Et à partir de ce jour, tous les 4 vivent ensemble comme une famille dans cette maison. Avec le temps, notre héros a réalisé qu'ils étaient devenus une famille vraiment soudée. La femme qui est malade apparaît et dit que les vêtements du garçon sont très sales. Avec un sourire, elle le félicite, disant qu'il a essayé très fort pour obtenir la chasse. Le jeune homme dit qu'il a apporté le cerf et la fille dit qu'elle a préparé un bain chaud pour lui. Il demande alors de manière suggestive s'il doit enlever ses vêtements pour la douche et il ajoute à la question en voulant savoir s'il devrait faire ça juste là devant elle. La fille rit et plaisante, lui disant d'enlever juste le haut et demande ce qu'il pensait. Le garçon est embarrassé et dit qu'il n'a pensé à rien en montrant son dos musclé. La fille lui demande ses vêtements à porter, mais le garçon dit qu'il n'a pas besoin parce qu'il peut tout porter. Elle commente alors que son corps s'est beaucoup amélioré et nous voyons à quel point le jeune homme est vraiment fort. Alors qu'elle quitte la pièce, la femme se demande quelle fille chanceuse finira avec lui dans le futur. Le compliment laisse le protagoniste embarrassé et avec les joues complètement rouges d'embarras. Un des garçons l'appelle et demande ce qu'est la vie, puis lui demande de lui apprendre à se battre. La scène passe ensuite à la nuit et nous voyons les bâtiments en ruine avec une lumière au loin à l'horizon. Dehors, le garçon observe le paysage nocturne avec une expression pensive sur son visage.
La femme s'approche alors de lui par derrière et l'appelle par son nom alors qu'il admire la vue. Elle dit qu'il doit faire froid et lui offre une boisson chaude et il la remercie pour le geste. Les deux regardent le ciel étoilé et la fille commente qu'elle n'a jamais vu autant d'étoiles à Séoul auparavant. Elle avertit ensuite que malgré la présence de nourriture, les provisions pour partir sont presque épuisées. À cause de cela, elle s'inquiète d'aller au marché et demande si c'est dangereux. Le jeune homme la calme en disant qu'il n'y a personne aux alentours car ils n'ont vu aucune empreinte depuis un mois. Il se souvient aussi que l'anniversaire de Jinsik approche et nous voyons les enfants dormir, alors il veut aller en ville pour donner au garçon quelque chose de délicieux à manger. Ce jour-là, la femme le regarde avec un air inquiet alors qu'ils boivent tous les deux du thé chaud sur le toit. Avec ça, elle demande si ce n'est pas trop difficile pour lui de devoir s'occuper de tout seul. Le protagoniste la regarde avec une expression calme et sérieuse avant de finalement répondre. Il révèle alors qu'elle et les enfants sont la première et la seule vraie famille qu'il ait jamais eue. En entendant cela, les yeux de la fille se sont remplis de larmes et elle a été très touchée par sa réponse. Pour briser l'ambiance, le garçon dit qu'il fait froid et suggère qu'il rentre dormir. La fille plaisante alors et demande s'ils sont mari et femme puisqu'ils se considèrent comme une famille. La question prend le jeune homme par surprise et il rougit en répétant ce qu'elle a dit. Avec un sourire, elle dit « C'était juste une blague pour voir sa réaction ». Il est tout troublé et bégaye en disant qu'il n'a pas aimé la blague, mais se corrige ensuite. La scène passe ensuite au jour suivant avec le groupe marchant dans la neige. Les enfants sont émerveillés par la quantité de neige qui ressemble à des nuages. Mais un des garçons se plaint en disant qu'il déteste le froid et qu'il veut partir bientôt. Il demande alors précipitamment à Dawa de marcher plus vite pour qu'il puisse rentrer à la maison. Avec son souffle qui sort à cause du froid, les lunettes du garçon s'embuent. Après avoir marché un peu plus loin, les petits commencent à jouer dans la neige moelleuse. Dawa se joint à l'amusement et menace de les transformer tous en bonhommes de neige. La femme se joint également à l'amusement et prépare une boule de neige avec un sourire sur son visage. Soudain, le protagoniste est touché par une boule de neige et tombe au sol sans comprendre. La fille roule ensuite une boule de neige géante et les enfants courent désespérément. Après la bataille de boules de neige, tout le monde se rassemble pour construire un énorme bonhomme de neige. Avec le travail d'équipe, ils réussissent à assembler un bonhomme de neige en 3 parties. Finalement, le groupe arrive à sa destination, un grand marché appelé Marthe. Les petits courent en avant avec excitation en criant ce qu'ils vont attraper à l'intérieur. Mais le garçon remarque quelque chose d'étrange et son regard devient sérieux alors qu'il leur demande d'y aller lentement. Il se demande alors pourquoi les branches d'arbres sont si étranges à cet endroit. Un des garçons l'appelle à la hâte, lui disant d'aller rapidement au marché. Le petit plaisante en disant que s'il est en retard, toutes les collations seront à lui seul. Le protagoniste répond alors qu'il y va déjà et court pour rattraper le reste du groupe. Alors qu'il marche, il pense que ce qu'il a vu ne devait être que le vent et ignore l'étrangeté. Il réfléchit aussi qu'il ne savait pas quel genre d'événement l'avenir leur réservait. Une fois à l'intérieur du marché, le garçon donne un sifflet à chacun des enfants. Un des garçons demande ce que c'est et l'autre lui dit de se taire et de le prendre. Notre héros organise ensuite les groupes avec Jinsik et Yoon-jae en duo et la femme avec la petite Seo formant la deuxième paire pour explorer le magasin. Il demande à tout le monde de rester en couple et de ne pas aller à d'autres étages du marché. Il leur rappelle également d'utiliser le sifflet si quelque chose d'inattendu se produit. Avec les règles définies, il dit à tout le monde de se retrouver là dans 1 heure. La femme et la fille vont au rayon vêtements pour chercher quelque chose à porter. La jeune fille hésite à acheter des vêtements plus grands car les enfants grandissent vite, mais elle décide qu'il vaut mieux acheter des vêtements qui leur vont parfaitement maintenant. Soudain, la petite Siwa l'appelle d'une voix excitée pour lui montrer quelque chose. La jeune fille apparaît alors vêtue de vêtements similaires à ceux de la femme et dit qu'elle l'a imité. La femme complimente la petite fille en disant qu'elle est beaucoup plus jolie et qu'elle pourrait être mannequin. La petite fille est super contente du compliment et demande si elle le pense vraiment. La femme demande si la petite fille veut plus de recommandations de vêtements et elle répond oui, très excitée. Pendant ce temps, dans la section des livres, Yoon-jae est pressé par son ami de choisir quelque chose tout de suite. Jong-suk se souvient qu'ils sont venus pour son anniversaire et montre les collations qu'il veut en cadeau. Avec son sac à dos plein de friandises, le petit Yoon-jae dit à son ami d'arrêter de se plaindre autant. Yoon-jae demande ensuite combien de collations l'autre a l'intention d'acheter et il se défend en disant qu'il n'en a même pas eu beaucoup. Le poids du sac à dos est tel que les pieds du garçon touchent à peine le sol et son ami doute qu'il puisse le supporter. Jinsik dit de ne pas s'inquiéter car il va aussi remplir le sac à dos de son ami et le jeune Jae panique. Voyant le désespoir de son ami, le petit garçon se plaint qu'il est trop bruyant. Soudain, le poids du sac à dos le déséquilibre et il commence à tomber lentement vers l'arrière. Sur ce, le garçon tombe sur le sol et toutes les collations se dispersent dans le magasin Azul. Yoon-jae est laissé allongé au milieu du désordre et Jong-suk se lamente sur ses collations perdues. Furieux de la situation, Jong-suk menace son ami tandis qu'une boîte de pommes de terre s'éloigne en roulant. Le garçon étale alors ses bonbons mais court bientôt après la boîte de pommes de terre qui a roulé vers le bas. Avec un mouvement rapide, il parvient finalement à attraper la boîte avant qu'elle ne s'en aille. Il sourit et dit qu'il ne peut laisser aucun d'eux s'échapper et nous voyons qu'il s'est arrêté à la section des jeux. Soudain, son expression change et il devient confus en remarquant quelque chose d'étrange devant lui.
Caché derrière une pile de collations, une main mystérieuse apparaît soudainement. Assis au milieu du désordre, Young-ju crie le nom de son ami et une boîte de pommes de terre vole vers lui. Nous voyons ensuite Young-jae seul dans le couloir entouré de collations. Sans rien comprendre. Le garçon regarde alors autour de lui et se demande où son ami est parti si soudainement. De l'autre côté du marché, Dawa marche seul dans un couloir plein de tuyaux. Il monte ensuite sur une passerelle métallique sentant toujours que quelque chose ne va pas là-bas. Le garçon commente qu'il n'y a aucune trace de personne et se demande si les arbres brisés ont été causés par le vent. Il trouve étrange que le marché ait encore autant de produits et en déduit que des gens sont venus ici. Sur ce, il se demande si tout le monde est parti sans rien prendre ou s'ils n'ont pas pu partir. Quand il ouvre une porte, il trouve plusieurs corps et se rend compte que l'endroit n'était pas sûr. Ses yeux s'écarquillent devant la scène horrible et il se met en état d'alerte. Le jeune homme pense alors qu'il y a maintenant plus de morts que de vivants dans le monde. Au fil du temps, lui et les autres se sont habitués à la présence constante de la mort. Il se souvient d'un ancien reportage qui estimait le nombre de morts à 5,7 milliards. Le monde entier a largué d'innombrables bombes sur Friday, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Les habitants de Séoul ont fui la guerre dans la terreur et se sont dispersés à travers le pays. Mais ironiquement, Séoul était la ville la moins touchée par la destruction du méchant. Soudain, le protagoniste regarde sa montre et voit qu'une heure s'est écoulée. De retour au point de rendez-vous, la femme et la petite Siwa attendent les autres. La jeune fille l'appelle alors avec enthousiasme tandis que la femme lui fait signe de loin. Le garçon demande si Siwa a trouvé beaucoup de choses qu'elle aimait et elle répond que c'est un secret. Il s'enquiert ensuite des autres garçons et la femme dit qu'elle ne les a pas vus et qu'elle est inquiète. La jeune fille dit alors que ce sont des idiots et qu'ils doivent se battre pour des collations. Soudain, Young-jae apparaît avec un visage contusionné et la jeune fille a peur. Do demande à Young-jae où est Jeon-sik mais le garçon répond confus. Il dit qu'il pensait que son ami était parti devant mais est surpris d'apprendre qu'il n'est pas arrivé. Le protagoniste agit alors rapidement et sort son arme de l'intérieur du sac qu'il portait. Il l'attend à la femme et lui dit d'emmener les autres dans la salle des machines sécurisées. Alors qu'il s'éloigne, il dit qu'il va vérifier l'endroit mentionné par Young-jae et la jeune fille s'inquiète. Avec un sourire confiant, il plaisante en disant que c'est ce que font les maris. La femme est gênée par la blague mais il dit rapidement qu'il plaisante encore. Avant de partir, il avertit que la première personne à trouver Jeon-sik doit siffler pour l'avertir. Le groupe qui est resté derrière commence à crier le nom du garçon disparu. Young-jae crie avec colère que Jeon-sik est mort s'il se montre maintenant. Dans un autre couloir, le protagoniste a également entendu le nom du petit garçon perdu. Il marche dans les allées pleines d'étagères à la recherche de tout signe. Le garçon crie à Jeon-sik de répondre s'il entend sa voix mais n'obtient aucune réponse. Soudain, il trouve une boîte de pommes de terre allongée sur le sol près d'une porte. Quand il ramasse la boîte, il la reconnaît comme la collation préférée de Jeon-sik et entend un bruit. Il entend quelqu'un parler d'un mouvement spécial et son regard devient attentif et sérieux. Dans la salle de jeu, il trouve Jeon-sik en train de jouer à des jeux vidéo et l'appelle par son nom. Le garçon se retourne et sourit en disant qu'il va terminer le jeu et Dawa soupire de soulagement. Le garçon s'approche et demande ce que le petit fait là et il l'invite à jouer. Dawa le gronde alors et dit que tout le monde s'inquiétait de sa disparition. Le petit garçon se met à pleurer et dit qu'un vieil homme l'a appelé pour jouer en premier. En entendant cela, les yeux de Dawa rougissent de colère et il se met en état d'alerte. Le garçon demande si c'était vraiment un vieil homme et le garçon confirme avec enthousiasme. Jeon-sik poursuit en disant que l'homme était terrible au jeu et qu'il lui a donné une pichenette sur le front. Avec des yeux brillants, le protagoniste regarde en arrière avec une expression sérieuse et sombre. Il prend alors son arme et se prépare pour le combat à venir. Le garçon ne comprend rien et demande pourquoi son ami agit ainsi. Avec l'arme à la main, le garçon se positionne pour attaquer et son reflet sur le sol montre sa fureur. À ce stade, le supposé vieil homme se plaint d'avoir encore perdu et le protagoniste le regarde. L'homme mystérieux se retourne alors et Dawa est choqué de reconnaître qui c'était. L'écran de jeu affiche le message de fin de partie et que Friday a perdu le match. Le méchant se plaint qu'il a déjà perdu 9 fois et que la pichenette du garçon fait plus mal qu'il ne le pensait. Avec une expression de pure fureur, il se met en colère et dit que c'est très irritant. Nous voyons ensuite un homme s'approcher de la maison de notre héros avec une expression sérieuse. Il dit à la femme qu'elle doit quitter la maison tout de suite car il n'y a plus de temps. La fille ne comprend rien et demande pourquoi Dawa veut qu'elle quitte la maison. Soudain, l'homme demande si elle a vu quelque chose d'étrange au marché avec un air très inquiet. La scène revient au marché et Jeon-sik répète que le vieil homme était très mauvais au jeu. Le petit garçon est confus par la réaction de son ami et demande ce qui ne va pas. L'écran du jeu vidéo devient noir et le protagoniste regarde le méchant avec un air de surprise. Le protagoniste reconnaît le méchant et est choqué de le voir là devant lui. Friday se plaint de la 9e défaite consécutive et dit que la pichenette du garçon fait très mal. Voyant la situation, le garçon sait qu'il n'a pas le temps de réfléchir et qu'il doit agir vite. Il comprend qu'il doit tenir aussi longtemps qu'il le peut pour que sa famille puisse s'échapper. Les yeux rouges de fureur, il se prépare à se battre de toutes ses forces. Le méchant remarque alors le regard effrayant du jeune homme et demande ce qui ne va pas. Il dit que ce n'est pas parce qu'il a perdu la partie que ça ne lui fera pas mal.
L'antagoniste révèle qu'il a promis de jouer à cache-cache avec les enfants. Avec un sourire diabolique, il avertit le garçon de s'enfuir car il ne perdra pas la prochaine fois. De retour à la maison, l'homme mystérieux dit qu'il protégera sa famille à tout prix. La femme ne comprend rien et demande ce qui se passe et pourquoi il est comme ça. L'œil de l'homme rougeoie alors qu'il se prépare à quelque chose de terrible. Il avance ensuite pour attaquer la femme avec une expression de rage. La femme l'évite de justesse et se demande ce qui s'est passé pour qu'il agisse ainsi. Dans le jardin, il trouve une pile de cadeaux de Noël et sont confus. La femme se demande qui les a laissés là et l'homme la presse de ranger. Il lui dit de n'emporter que l'essentiel car ils doivent partir immédiatement. Pendant ce temps, les enfants préparent à la hâte leur sac à dos pour l'évasion. Soudain, on voit la main d'une personne avec un tampon de première place dessus. La personne se demande si être numéro 1 est une raison d'être heureux et de célébrer avec les autres. Le garçon se demande ce que signifie le bonheur en regardant le tampon sur sa main. Il se souvient avoir vu une mère réconforter son fils qui pleurait parce qu'il n'était pas arrivé premier. À ce moment-là, il n'a pas compris ce sentiment car il n'a jamais eu de famille pour le soutenir. La scène change et on voit le groupe traverser un pont enneigé. Les petits parlent du Père Noël et disent qu'il ne donne pas de cadeaux à ceux qui pleurent. L'un d'eux se vante de ne jamais pleurer et c'est pourquoi il reçoit toujours des cadeaux. L'autre rétorque qu'il est un mauvais garçon et c'est pourquoi le Père Noël ne l'aime pas. Joon-sik révèle alors que le Père Noël n'existe pas et que c'est toujours Dalwa qui a offert les cadeaux. La femme demande combien de temps ils doivent encore marcher au milieu de ce blizzard. Le garçon la calme en disant qu'il commence à faire sombre mais qu'ils atteindront bientôt leur destination. Il explique qu'après avoir traversé la rivière, ils n'ont plus à s'inquiéter de rien. L'un des garçons l'appelle alors et lui demande ce qu'il veut savoir à ce moment-là. Le garçon pointe plusieurs bonhommes de neige et demande pourquoi il y en a autant là-bas. Le protagoniste se tait un instant et le petit dit qu'ils sont laids. Doa dit alors de ne pas s'en soucier et que ce ne sont que des bonhommes de neige normaux. La scène se concentre ensuite sur une forte tempête de neige qui rend difficile la vision de tout le monde. La petite Sioa se plaint de fatigue et la femme l'encourage à continuer à marcher. Elle dit à la fille d'être forte et qu'elle n'en ont plus pour longtemps et la petite fille est d'accord. La femme demande ensuite à Dalwa quand ils arriveront car tout le monde est à cran. Il la rassure en lui disant de tenir encore un peu car ils sont presque arrivés. Le protagoniste révèle qu'il ne sait pas vraiment quand ils atteindront leur destination. Il explique qu'un phénomène d'intense chute de neige a commencé et que la visibilité est très faible. Le climat a changé radicalement et maintenant il neige en Corée comme en Sibérie. Soudain, la petite Sio s'évanouit de froid et d'épuisement au milieu du blizzard. Elle tombe dans la neige molle sans la force de continuer la longue et épuisante marche. Tout le monde désespère en voyant la jeune fille tomber et la femme crie son nom avec terreur. Elle essaie de réveiller la petite fille en lui disant de rentrer à la maison et de dormir, mais c'est inutile. Le groupe ne sait pas quoi faire et Dawa se sent impuissant sans savoir comment aider. Au milieu du désespoir, un homme mystérieux s'approche avec une lampe de poche à la main. Il les observe ensuite un instant avant de prendre une décision importante. Avec un regard sérieux, il dit à tout le monde de le suivre s'ils ne veulent pas mourir là. L'homme les emmène dans un appartement d'un immeuble abandonné pour s'abriter. Les enfants sont impressionnés par la taille de l'endroit et commentent la chaleur. La femme a alors demandé aux enfants de remercier l'homme de les avoir aidés. L'homme leur dit que la salle de bain est là mais qu'il n'y a pas beaucoup d'eau chaude. Dawa met la petite Seyor au lit et la femme demande aux enfants de ne pas entrer. Le garçon remercie alors l'homme de les avoir tous sauvés du blizzard. L'homme demande comment ils sont sains d'esprit avec autant de neige qui tombe dehors. Il s'incline ensuite en signe de remerciement et l'homme l'avertit de ne pas le regretter plus tard. Le protagoniste se demande si cet homme est une bonne personne mais conclut qu'il les a sauvés. Malgré cela, il trouve dangereux de se reposer là et l'homme acquiesce avec un sourire. La femme demande alors si elle peut utiliser l'une des chambres et Dawa dit qu'elle le ferait de toute façon. La fille demande si elles ont vraiment besoin de partir et le protagoniste confirme avec un regard sérieux. Elle dit ensuite à Dalua de prendre un bain en premier car il a vraiment travaillé dur ce jour-là. Avec un regard triste, elle s'excuse de l'avoir fait attendre plus longtemps dans le blizzard. Le garçon s'excuse et admet qu'à cause de lui, tout le monde a failli mourir en chemin. Elle est d'accord mais le réconforte en disant qu'elle comprend qu'il a toujours pensé à eux en premier. Avec un geste affectueux, elle touche son visage et lui rappelle qu'ils sont une famille. Sur ce, elle lui brosse les cheveux et dit qu'il est bien mieux avec le front dégagé. Dawa rend ensuite le compliment en disant qu'elle est également plus belle avec les cheveux lâchés. Il montre ensuite son nouveau look avec ses cheveux coiffés et sa frange relevée. La scène passe à l'homme mystérieux regardant une photo de sa famille. Il fume une cigarette en regardant la photo avec un regard triste et mélancolique. Seul dans une pièce, il se demande où est sa famille maintenant dans des soupirs et de la tristesse. Après s'être baigné, Dalua dit à la femme qu'il a terminé et qu'elle peut y aller maintenant. La fille appelle ensuite la petite Sioa pour aller prendre un bain avec elle et la fille accepte. Seul dans la pièce, le protagoniste ouvre son sac à dos et en sort une carte. Il regarde attentivement le plan de la ville en traçant un itinéraire dans sa tête. Il note qu'ils ont traversé la rivière mais qu'il n'y a toujours aucune information sur le lieu. Avec ça, le garçon planifie son prochain itinéraire pour assurer la sécurité de tous. Mais il sait que sa priorité est de rester le plus loin possible de Friday. Le petit Jinsik lui offre alors des pommes de terre avec un sourire innocent.
Dawa s'approche et demande si le garçon a parlé à l'homme au marché. Il répond que non et qu'ils ont juste joué ensemble, mais le protagoniste est méfiant. Soudain, il entend la voix du méchant et son regard se remplit de peur et de surprise. Dehors, Friday apparaît et dit qu'il l'a trouvé, laissant le garçon paniquer. Jinsik montre le méchant du doigt et dit que c'est le méchant vieil homme du jeu dont Dawa désespère. Friday se vante alors qu'il voulait jouer à cache-cache et se prépare à attaquer. Avec son visage plein de blessures, le protagoniste crie à Jinsik de courir le plus vite possible. Dawa est alors frappé de plein fouet par une puissante attaque du surhumain. L'explosion détruit une partie du bâtiment et projette le garçon en l'air avec l'impact. Il tombe au sol grièvement blessé alors que la neige continue de tomber autour de lui. Le visage couvert de sang, il lève les yeux vers le ciel et voit le méchant approcher. Il crie alors à Jinsik de tenir la main de la femme et de ne la lâcher en aucun cas. La femme essaie de sauver le garçon mais Friday l'arrête d'un seul coup. Dans ces derniers instants, le garçon se souvient de sa famille et des moments heureux. Il se souvient avoir rencontré les enfants et à quel point ils sont devenus proches. Se souvenir aussi d'avoir joué dans la neige et de la façon dont ils ont construit le bonhomme de neige ensemble. Tous les moments heureux que vous avez passés ensemble défilent dans votre esprit comme un film. Le méchant détruit alors tout l'endroit avec une explosion d'énergie et tout se termine. Même s'il a été blessé, le garçon pense qu'il doit protéger sa famille à tout prix. Pour lui, sa famille compte plus que tout au monde. Au milieu de la destruction, la femme et les enfants pleurent et crient son nom. Les petits crient en lui demandant de les sauver parce qu'ils ne veulent pas mourir là. Le garçon se souvient de la promesse qu'ils étaient une famille et est rempli de fureur. Avec un cri de désespoir, il refuse d'accepter le sort cruel qui les attend. Il se lève alors blessé et haletant au milieu du rebelle du bâtiment. Les larmes aux yeux, il promet qu'il va bientôt les sauver et n'abandonnera pas. Soudain, il réalise qu'il a survécu à l'explosion et voit l'homme mystérieux. L'homme dit que la neige a amorti leur chute et qu'heureusement ils ne sont pas morts. Il montre ensuite une montagne enneigée et dit qu'il ne sait rien de sa famille. Les mains tremblantes et couvertes de sang, le protagoniste désespère encore plus. Il court à travers le rebelle en criant le nom de tout le monde dans l'espoir d'une réponse. Il continue de crier désespérément en demandant à quelqu'un de répondre s'il vous plaît. L'homme mystérieux le regarde avec un regard triste et essaie de le calmer. Il dit au garçon d'arrêter parce qu'ils ont déjà cherché partout où c'était possible. Dawa refuse de le croire et dit que sa famille est vivante quelque part. L'homme est alors surpris par la conviction du jeune homme et le regarde. L'homme demande avec colère s'il prévoit de mourir si sa famille est morte. Le garçon répond oui parce qu'un monde sans sa famille n'a aucune valeur pour lui. Les larmes aux yeux, il dit que c'était la première vraie famille qu'il avait. Soudain, un homme apparaît et dit qu'ils sont vivants, surprenant tout le monde. L'homme dit qu'il a vu ce qui s'est passé après l'apparition de Friday et connaît leur emplacement. Dawa se lève et demande si c'est vrai que sa famille est saine et sauve. Avec un sourire de soulagement, il demande si les 4 sont vraiment vivants et l'homme confirme. Mais l'homme dit qu'il ne le dira pas si facilement et qu'il a faim. Il commande alors 20 portions de nourriture et de préférence avec du thon épicé. Le vieil homme l'accuse de mentir pour obtenir de la nourriture, mais l'homme le nie avec véhémence. L'homme est irrité par l'accusation et son visage devient rouge de colère. Il maudit alors le vieil homme de lui avoir fait passer pour une mauvaise personne et le regarde avec haine. L'homme se défend en disant qu'il a fait de son mieux pour aider et les deux commencent à se disputer. Dawa s'agenouille alors et implore de l'aide avec ses mains ensanglantées. Avec un sourire désespéré, il demande ce que l'homme veut d'autre que du thon. L'homme sourit de satisfaction et fait une liste d'aliments qu'il souhaite en échange de l'information. On voit alors le protagoniste se préparer à sortir à la recherche de nourriture. Le vieil homme demande s'il va vraiment croire ce type étrange et le conseille. Il l'avertit que l'homme utilise sa famille comme otage et qu'il doit découvrir la vérité. Dawa se demande pourquoi le vieil homme l'aide alors qu'ils ne sont pas proches. Le vieil homme révèle alors qu'il sait ce que c'est que de perdre une famille avec un regard triste. À partir de là, nous comprenons qu'il a également subi une terrible perte dans le passé. Il dit que le monde utilise maintenant même le plus petit espoir pour survivre et avancer. Le vieil homme lui conseille de ne pas mourir facilement après avoir survécu aussi longtemps. Avec un regard déterminé, il dit au garçon de vivre jusqu'à la fin quoi qu'il arrive. Le protagoniste les remercie alors pour leur aide de la nuit précédente et se prépare à partir. Il s'incline en remerciement et promet que s'il en a l'occasion, il vous rendra votre gentillesse. Sur ce, il part seul à travers le rebelle à la recherche de nourriture pour l'homme mystérieux. La scène revient alors au présent avec un lampadaire recouvert de végétation. La femme appelle Dalua et il demande ce qui s'est passé pour qu'elle soit si inquiète. Elle explique que les enfants ne sont pas encore rentrés à la maison et que c'est de sa faute. Le gars la calme en disant que rien ne s'est encore passé et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il lui dit alors de rester à la maison au cas où il reviendrait pendant qu'il part à leur recherche. Le protagoniste part à la recherche des enfants se demandant où ils ont bien pu aller. Il trouve ça étrange parce qu'ils auraient déjà dû rentrer et s'approche de la porte. En ouvrant la porte, il est accueilli par une explosion de confettis colorés. La femme et les enfants lui souhaitent un joyeux anniversaire avec un gâteau. Il comprend alors que la disparition des enfants était due à la fête surprise. Un des garçons explique que comme ils ne connaissaient pas son anniversaire, ils ont décidé que ce serait aujourd'hui. La femme s'excuse pour la surprise et dit que les enfants voulaient faire le gâteau eux-mêmes.
Le petit Siwa le presse en disant que les bougies sur le gâteau fondent vite. Dalway est bouche bée par la surprise et tout le monde le regarde avec des sourires heureux. Il se souvient de l'amour et du bonheur qu'il a ressenti en ce jour spécial. On voit ensuite une scène de combat entre deux personnages étranges et quelqu'un qui leur demande d'arrêter. Le garçon sourit les yeux fermés en se souvenant de la joie qu'il a ressentie avec sa famille. La scène revient aux rebelles et on voit Dawa donner la nourriture à l'homme. L'homme est impressionné par la quantité de snacks et de sucreries que le garçon a apporté. Il dit que c'est un repas complet et le remercie pour ce délicieux festin. Dalway explique qu'il a tout apporté parce qu'il ne savait pas ce qu'il aimait et l'homme le complimente. Le protagoniste va ensuite droit au but et demande où est sa famille maintenant. L'homme crée du suspense et dit qu'il doit écouter très attentivement ce qu'il va dire. Il dit ensuite que Friday est apparu et a bombardé l'appartement où il logeait. Avec un sourire diabolique, il dit qu'après cela, le méchant a simplement disparu. Le garçon est choqué et s'envoie par la terrifiante révélation de l'homme. Il ne croit pas ce qu'il a entendu et pense qu'il a mal compris ce que l'homme a dit. L'homme plaisante alors en disant qu'il a peut-être oublié parce qu'il avait faim et demande plus de thon. Doa le regarde avec des yeux haineux et réalise qu'il a été trompé. Avec colère, il demande comment l'homme ose utiliser sa famille pour obtenir de la nourriture. L'homme se fâche alors et lui dit de ne pas penser qu'il est le seul à avoir une famille. Soudain, plusieurs hommes musclés aux yeux rouges apparaissent derrière lui. Le protagoniste se retourne et fait face aux hommes qui le menacent avec des regards maléfiques. L'un d'eux dit qu'il veut aussi retrouver sa famille et parle de la femme qu'il fréquente. L'homme fait un commentaire dégoûtant sur la femme et Dawa le regarde avec une haine pure. En un clin d'œil, le protagoniste avance et l'attaque avec un puissant coup de poing. Le coup frappe l'homme de plein fouet, l'envoyant voler en arrière avec un impact dévastateur. Les yeux rouges de fureur, Dawa continue d'attaquer sans aucune pitié. Il déchaîne une série de coups de poing brutaux sur l'homme qui n'a aucune chance de riposter. La violence des coups est si grande que le sol commence à se fissurer sous la force de l'impact. Les autres hommes sont choqués par la scène et n'en croient pas leurs yeux. Le chef de groupe crie avec colère sur le protagoniste pour l'avoir attaqué par surprise. Il se plaint que parler et frapper en même temps, c'est tricher et qu'il aurait pu mourir. L'homme dit alors qu'il le sait avec une expression calme et effrayante. Le visage couvert de sang, le garçon révèle qu'il l'a fait exprès pour le tuer. Il se souvient alors que l'homme a dit qu'il avait tué des gens et que ce n'était pas sa première fois. Tout commence dans une ville enneigée où le temps semble très froid et désolé. Un des brutes commence à rire et à se moquer du protagoniste en lui demandant s'il va vraiment blesser quelqu'un. Il continue la provocation en se demandant si le héros ment et s'il sait à qui il parle. Puis l'homme se vante que tous ceux qui sont là sont d'anciens athlètes qui ne vivent que pour manger et s'entraîner. Ce faisant, il explique que le groupe a été entraîné à être battu depuis qu'ils n'étaient que de petits enfants. Le brute crie avec colère qu'ils sont à un niveau complètement différent de celui de notre héros. Même entouré et blessé, le protagoniste reste debout face à tout le monde avec une expression calme. Sans prévenir, un des hommes de main attrape les cheveux de notre personnage avec force en essayant de l'intimider. Bientôt, un homme blond apparaît en le tenant et se présente comme le deuxième meilleur boxeur welterweight. Le protagoniste répond sarcastiquement que les pieds du combattant sont vraiment incroyables. Puis, avec un visage ensanglanté et des yeux rouges, il demande où est sa famille. Le boxeur se fâche de la question et lui donne un coup de poing en plein visage. Le combattant se met alors en colère et crie en demandant si le garçon n'a pas compris ce qu'il a dit. Il se remet à crier sur sa position dans le classement de la boxe alors qu'il continue de frapper le héros. Pour finir, l'homme défie le protagoniste d'essayer de lui donner un seul coup de poing s'il est sûr de lui. Sans hésitation, le combattant marche violemment sur la tête de notre héros pour en finir une fois pour toutes. Mais le blond se rend compte que le garçon n'a pas lâché sa jambe et lui demande pourquoi il ne répond pas. Tombant au sol, le protagoniste dit simplement que le brute ne sait rien de sa famille. Avec une force incroyable, le héros serre le plomb de l'homme en le cassant. Le boxeur tombe en hurlant de douleur tandis que notre personnage se relève lentement. Un des autres hommes de main se fâche et dit au combattant d'appeler un médecin pour être pathétique. En colère, il ordonne à tous ses compagnons d'attaquer le protagoniste en même temps. Devant le groupe, le héros plante simplement ses pieds sur le sol en se préparant au combat à venir. En un clin d'œil, il avance à une vitesse absurde vers les ennemis. Le premier adversaire a à peine le temps de réagir avant de recevoir un coup de poing en plein visage. Notre personnage commence alors à se battre contre tout le monde en même temps sans montrer de peur. Il se déplace avec agilité, esquivant les coups et frappant chacun des hommes de main. Un des brutes se fige lorsqu'il voit l'ombre du héros venir vers lui. Sans aucune chance de se défendre, l'homme est frappé par un puissant coup de pied en plein estomac. Immédiatement après, le protagoniste saute et donne un violent coup de coude à un autre adversaire. Même couvert de sang, le héros affronte le prochain adversaire avec un regard froid et effrayant. Avec un crochet puissant, le protagoniste frappe le menton de l'adversaire en le jetant en arrière. Il ne s'arrête pas et continue la séquence de coups tandis que le brute hurle de douleur à chaque coup de poing. La force des attaques est si brutale que l'homme n'a aucune chance de se défendre ou de riposter. Tombé au sol, l'homme de main ne peut que marmonner avec son visage tout meurtri et sans la force de se relever. Puis notre personnage se tient debout avec une aura menaçante après avoir vaincu tous les ennemis présents. À ce moment-là,
un autre combattant apparaît courant à grande vitesse vers le protagoniste. Le nouvel adversaire saute en l'air en préparant un coup de pied volant pour surprendre le héros, mais le garçon contre-attaque avec un puissant coup de pied en plein milieu du cou de son adversaire. Soudain, une ombre géante apparaît devant notre personnage qui est au sol. On voit que c'est un énorme homme musclé avec plusieurs cicatrices sur le visage qui le regarde sérieusement. Le grand se fâche et dit que le protagoniste a dépassé les bornes et qu'il ne sera pas tendre avec lui. Il ajoute également que s'ils étaient sur un ring, le combat serait terminé depuis longtemps. Là-dessus, l'homme musclé avance rapidement et commence à appliquer une technique d'immobilisation. Le boss piège le coup du héros avec ses jambes pour en finir une bonne fois pour toutes. Le boss hurle à plein poumon en appuyant son coup pour achever notre héros. Mais même piégé, le protagoniste lui dit d'arrêter de parler et d'en finir. Soudain, avec une force absurde, le garçon parvient à se libérer et projette le grand type sur le côté. À ce moment-là, nous avons entendu un bruit horrible et avons vu que les os du bras de l'adversaire s'étaient brisés. L'impact était si fort que le boss a ressenti une douleur qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. L'homme musclé tombe au sol en hurlant de désespoir et de douleur, incapable de bouger correctement. Il regarde son bras cassé avec panique et commence à crier à plusieurs reprises à cause de ça. Puis, pour en finir, le protagoniste assène un puissant coup de pied sur le cou de l'ennemi. Après le combat, notre héros marche sur les corps des hommes de main avec une aura effrayante. Les brutes restantes se demandent s'il est humain et l'un d'eux dit aux autres de ne pas reculer. Puis il désigne un tas de battes de baseball avec des clous pour les utiliser dans le combat. Un des hommes de main dit que même un chien enragé ne pourrait pas manier un bâton et tout le monde crie pour attaquer. Avec des bâtons à la main, les hommes se préparent pour l'attaque finale contre le protagoniste. Mais tous ceux qui étaient là ressentaient la même chose en regardant notre héros immobile. C'était un sentiment instinctif de défaite car ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner du tout. Voyant la force du héros, un des hommes de main jette le bâton et dit qu'il ne veut plus se battre. Bientôt, les autres sont d'accord et abandonnent aussi le combat sans le courage d'affronter le protagoniste. Mais le type grassouillet qui a commencé le combat est choqué de voir tous ces hommes se retirer. Il n'arrive pas à croire que tout le groupe est perdu même après avoir attaqué ensemble avec tout ce qu'ils avaient. En plein désespoir, l'homme crie que toute cette situation n'a aucun sens. Notre héros s'approche alors et demande froidement ce que la brute est en train de penser. La tête baissée et tremblant de peur, le garçon grassouillet ne peut que s'excuser pour ce qu'il a fait, mais le protagoniste n'accepte pas sa requête et lui assène un puissant coup de poing en plein ventre. L'homme est à bout de souffle à cause du coup et son visage se tord alors qu'il ressent une immense douleur. Puis le héros le regarde et lui dit de ne pas terminer ses phrases par le mot désolé. À genoux, l'homme s'excuse à nouveau et dit qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Puis le garçon l'attrape et lui demande s'il est sûr qu'il n'a rien fait de mal. Le garçon grassouillet a peur de la force du héros et panique en pensant qu'il va mourir. Effrayé, il dit qu'il va tout raconter et le protagoniste demande où est sa famille. Avec un sourire effrayant sur son visage, notre personnage demande s'il dit la vérité. Avec un regard furieux, le protagoniste demande si l'homme pensait vraiment qu'il allait se laisser avoir. Le type grassouillet panique complètement et se met à crier de désespoir face à cette situation effrayante. Par peur, il dit au héros d'aller leur demander et finit par crier le nom de Vendredi. Notre personnage se met à rire et demande moqueusement s'il devrait rencontrer cette personne seule. Soudain, un homme aux cheveux roux apparaît et dit que oui, il peut rencontrer ce Vendredi. La scène revient ensuite à la ville enneigée montrant que le temps a passé. On voit quelqu'un tenir un prospectus de l'église du héros qui promet de transformer les gens ordinaires. Le type grassouillet explique que c'est une nouvelle religion qui vénère Vendredi comme s'il était un dieu. Le garçon trouve très étrange que les dirigeants s'appellent des héros et pense que c'est faux. Il est expliqué que l'église du héros est un groupe religieux spécial reconnu par Vendredi lui-même. L'homme continue son explication sur le fonctionnement des choses au sein de ce groupe mystérieux. Sans patience, le garçon attrape le garçon grassouillet et lui dit d'aller directement à la conclusion de l'histoire. Le garçon grassouillet hurle de douleur alors que le protagoniste le serre plus fort pour obtenir la réponse. À la fin, le garçon réalise qu'il doit demander à Vendredi lui-même et marche sur le gros type. Il en conclut alors que c'est le seul moyen sûr d'obtenir l'information dont il a besoin. Puis le type grassouillet explique que l'église du héros est la seule qui peut parler à Vendredi. C'est pourquoi elle est la seule parmi les humains qui peut communiquer directement avec cette entité. L'homme prévient alors qu'à cause de cela, l'église du héros est un endroit très différent de la normale. Là-dessus, le protagoniste ordonne à l'homme de l'Y guider, mais le type grassouillet refuse immédiatement. À ce moment-là, il se demande pourquoi il irait dans un endroit aussi fou et on voit une église très sinistre. À l'intérieur de l'endroit, on voit un homme aux cheveux argentés devant deux statues géantes. Avec un regard sérieux, il s'interroge sur cet endroit qui ressemble à l'enfer pour beaucoup. Soudain, une petite fille apparaît, toute joyeuse, et montre un dessin qu'elle a fait de lui. Elle répète qu'elle l'a dessiné avec le sourire alors que des hommes derrière elle ont l'air désespérés. Les hommes grondent la fille pour être entrée sans frapper et s'excusent auprès du chef, mais le héros lui tapote juste la tête et dit avec un sourire que ce n'est pas grave. Il dit alors que les erreurs des enfants sont la responsabilité des adultes et il est présenté comme Jumshu. Revenant à l'explication, le type grassouillet dit que les chefs de l'église sont appelés des héros. Là-dessus,
Il ajoute que parce que ce sont des fanatiques qui trouvent vendredi, il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, l'homme dit qu'il va donner à notre personnage un conseil important. Le conseil de l'homme est que le protagoniste n'aille en aucun cas à la branche de Jancel. Bientôt, on voit des corps au sol alors que le chef dit que tout le monde là-bas réalisera ce qu'il veut. Le type grassouillet termine en disant qu'ils sont plus fous que vendredi lui-même et qu'ils veulent lui donner son amour. Les prêtres de l'église de l'héroïsme croyaient fermement une chose que vendredi, l'humanité avait su que le respect n'était pas une simple adoration. Un homme nommé Vendredi avait sauvé toute l'humanité d'un grand mal et il le vénérait donc comme une divinité et pas seulement comme un héros. Beaucoup souhaitaient être comme lui, le seul surhumain. Avec ça, ceux qui ne pouvaient pas devenir surhumains ont décidé de devenir des héros à leur manière. Depuis qu'il était petit, Jinxo montrait déjà un regard différent des autres enfants. Des années après ce garçon, nous avions déjà un Jinxo adulte et masculin qui creusait juste. Puis un homme entièrement vêtu de bons vêtements arrive en disant qu'il ne s'intéresse pas à lui. Avec ça, notre garçon révèle qu'il veut juste savoir où est Vendredi. Le traitant de bâtard, il dit que Jinxo fait partie d'un culte. 11. Mais l'homme aux cheveux blonds ne semble pas déconcerté et se contente de sourire. Il demande alors qui serait notre jeune homme pour envahir son territoire de cette façon. L'extra blond mentionne que ses disciples devraient être dehors. Notre garçon désigne alors un tas de corps en demandant s'il faisait référence à ces choses-là. Avant que l'extra à côté de notre garçon ne puisse parler, notre garçon lui dit de se taire. L'homme blond entend alors notre protagoniste ordonner que le type de Vendredi soit immédiatement amené. Notre garçon continue de tenir l'extra pendant que le chef du culte a l'air surpris par la façon dont il a parlé. Avec son corps tout gonflé et les veines qui ressortent, il demande si le héros est l'ami de notre jeune homme. Mais notre protagoniste ne semble pas du tout intimidé. Il dit ensuite que ce n'est pas la réponse qu'il s'attendait à entendre. À cette vitesse absurde, notre garçon apparaît devant la blonde et prépare un coup de poing. Et puis il lui donne un coup de poing puissant en demandant s'il devrait appeler le héros par un nom pire. Mais pensant qu'il allait s'en sortir, quelque chose d'inhabituel s'est produit, le prenant par surprise. La blonde a simplement donné un coup de pied à notre garçon, le projetant en l'air. Notre garçon vole si loin qu'il disparaît de la vision de la blonde. Assis au milieu du rebelle, le figurant a l'air choqué. Avec un sourire moqueur, il commente que notre protagoniste est très agressif. L'autre figurant est stupéfait par la rapidité de la réaction de son patron qui n'a même pas bronché. Il pense que même s'il est un ancien professionnel, il a été capable de suivre la technique de nos garçons. Et puis il se demande s'il y a toujours eu autant de monstres comme ça dans leur pays. La blonde serre alors le visage de l'homme en le traitant de blasphémateur. Il n'arrête pas de se plaindre qu'ils sont entrés dans la chapelle en chaussures de ville. Le figurant est terrifié par l'expression de son patron, mais au milieu du rebelle, notre protagoniste se lève en lui disant de ne pas le répéter. Tous ont entendu notre jeune homme dire qu'il n'a pas beaucoup de temps. Avec un regard sérieux, il ordonne que Vendredi soit amené en même temps. Sur ce, il marche fort sur le sol en se préparant à attaquer. Puis notre garçon vole vers la blonde en criant que c'est maintenant. Le chef du culte est choqué par la rapidité de l'attaque. Comme une fusée, notre protagoniste avance avec son poing prêt. La force de sa poussée était si grande qu'elle a fissuré tout le sol. À l'extérieur de l'église, une énorme explosion d'énergie se produit, mais quelque chose d'inattendu se produit. La blonde demande s'il est qualifié pour crier comme ça. À ce moment, notre protagoniste se retourne et essaie de surprendre la blonde. Le chef du culte retient notre jeune homme avec des fils, mais dit que ce n'est toujours pas suffisant pour l'arrêter. Ses fils se resserrent fortement. Avec un sourire, il dit qu'il ne se débarrassera pas facilement de sa corde. Il demande ensuite si notre jeune homme sait ce qu'est un macaire bleu, un poisson de 400 kilos. Soudain, l'expression de l'homme blond change et devient surprise. Notre garçon commence alors à se tendre et montre son dos plein de vieilles cicatrices. Le figurant blond est curieux au sujet des marques et commente qu'il doit avoir une belle histoire, mais notre protagoniste furieux lui dit d'arrêter de plaisanter. Avec des yeux rouges et pleins de rage, il crie à nouveau qu'on lui amène ce type de Vendredi. À ce stade, le chef du culte est choqué de voir que ses fils super résistants se cassent. Mais au lieu d'avoir peur, il affiche un sourire excité et dit que c'était une belle prise. Notre jeune homme se libère finalement et l'homme blond au sol admet qu'il a le droit de parler. Le chef du culte se souvient alors que notre protagoniste voulait voir Monsieur Vendredi et il semble qu'il va l'aider. On voit une voiture traverser la ville complètement détruite. À l'intérieur du véhicule, on voit les deux figurants et l'un d'eux commente que cela fait 5 ans depuis la fin du monde. Le figurant se demande alors pourquoi notre jeune homme est avec eux dans le véhicule. Soudain, l'homme blond demande si le nom de notre garçon est Baekdoa. Le chef du culte demande ensuite s'ils savent ce qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Avec un sourire sur son visage, notre garçon répond que c'est la violence. Il poursuit en expliquant que les humains se sont toujours attaqués les uns les autres, mais le chef dit que c'est compréhensible. Avec un sourire sinistre, il dit que la force brute est plus rapide que la parole et accuse notre jeune homme d'être pareil. Un garçon demande alors quel est son point de vue lorsque des personnes étranges apparaissent à l'extérieur de la voiture. À ce moment-là, les figurants commencent à crier qu'un nouveau joueur est arrivé. Un des hommes à l'extérieur se demande si le héros leur a amené un nouveau joueur.
Notre protagoniste ne comprend pas qui sont ces gens, mais le chauffeur lui dit qu'ils sont arrivés à destination. L'homme blond sort alors de la voiture et dit que la violence est un don divin lié aux émotions. Même les héros gagnent avec la force brute et que notre garçon avait tort au sujet de vendredi. Pourtant, il appelle notre garçon Doha et dit qu'il a les qualifications nécessaires. Puis, devant une statue géante, le chef du culte l'invite à l'accompagner quelque part. Le chef l'invite sur la scène où il peut devenir un héros, révélant qu'il s'agit du stade de Séoul. Au deuxième niveau souterrain, on voit une arène de combat remplie de gens excités. Là, dans l'arène, deux hommes risquent leur vie. L'annonceur annonce le premier combattant, le colossal MC Diamond. Votre adversaire est un homme âgé qui a l'air très faible et demande du respect avant le début du combat. L'énorme différence de physique entre les deux combattants est assez claire. D'en bas, l'homme âgé fait face à son adversaire géant qui ressemble à un immeuble devant lui. Sans pitié, le grand homme attaque l'homme âgé avec une souche puissante. Puis nous voyons un flashback montrant des personnes sans défense et terrifiées. Entendant les cris, un homme musclé révèle qu'il en a aussi marre de cette situation. Les larmes aux yeux, il demande une réaction différente parce que ce qui était naturel est devenu prévisible. Cet homme était vendredi et il était déjà fatigué des réactions prévisibles de l'humanité. Puis il commente que les réactions des gens le forcent à être le méchant et commence à lui donner un rire de cordonnier qui fait trembler l'homme. Et puis la seule option qu'il a choisie était d'agir d'une manière inattendue. Son choix a été la fin de l'humanité parce qu'il voulait voir quelque chose de nouveau. Sur ce, l'humanité est tombée dans le désespoir avec seulement 15 minutes restantes. Au milieu du chaos et des cris supplémentaires qu'il n'y a nulle part où courir parce que tout est en feu, un garçon aux cheveux longs se demande alors s'il va mourir comme ça. Il regrette de n'avoir jamais eu de petit ami et d'avoir travaillé comme un esclave toute sa vie. L'homme trouve tout très injuste, que se passe-t-il? Mais quand il a vu la fille pleurer, il a décidé de profiter du fait que le monde touchait à sa fin. Il l'attrape alors et la demande désespérément en mariage alors qu'elle crie de peur. Un autre figurant essaie de l'arrêter, mais l'homme dit que ça n'a pas d'importance parce qu'ils vont tous partir de toute façon. Puis le garçon qui a essayé d'aider est frappé durement sur la tête. Ironiquement, ce comportement s'est répandu comme une peste parmi les gens. L'humanité au bord de l'extinction s'est transformée en pandémonium avec tout le monde qui s'attaque les uns les autres. L'homme musclé crie avec colère que c'était exactement ce qu'il voulait. Voyant tout cela, Vendredi regardait comme s'il regardait des feux d'artifice. Avec un sourire excité, il se demande pourquoi ils ont mis si longtemps à montrer quelque chose d'amusant. Il s'amusait. Avec ça. Mr. Friday était satisfait de la violence et la fin de l'humanité a été reportée. Le chef explique que ce qui a toujours sauvé tout le monde, c'est la pure brutalité. Alors, pour exprimer sa gratitude, il organise ce festival tous les jours. Notre garçon se fâche et demande si tout cela est juste pour amuser ce type, Friday. Les yeux rouges de rage, il en conclut que le blond est un vrai psychopathe. Mais le chef de la secte sourit et demande si c'est vraiment juste pour le plaisir de son seigneur. Dans l'arène, le combattant géant célèbre sur le corps. Le bras levé, il se prépare à attaquer à nouveau, en maudissant le vieil homme. À ce moment-là, il crie que son spectacle ne fait que commencer et frappe le vieil homme. Cependant, il est interrompu par quelque chose d'inattendu et reste sans rien comprendre. Le vieil homme allongé sur le sol dit que le jeune homme a visé au mauvais endroit parce qu'il n'a pas de dents. Il explique ensuite que, de ce fait, c'est comme s'il portait un protège-dents. Le grand homme est stupéfait de voir le vieil homme vivant. Les yeux pleins de haine, il hurle que c'est le plus grand non-sens qu'il ait jamais entendu. En un clin d'œil, le combattant géant se fait attaquer les yeux par le vieil homme. Le public est sous le choc. Le vieil homme attaque ensuite le visage de son adversaire avec ses ongles pointus. Sur ce, le vieil homme gagne le combat et se tient au-dessus du corps de son adversaire vaincu. Un 25, puis nous voyons ses ongles acérés remplis de sang. Avec un sourire sur le visage, il révèle qu'il déteste les jeunes et pousse un rire sinistre. Le public reste stupéfait. Les gens semblent terrifiés par la brutalité du combat, mais la foule change d'avis et commence à célébrer la victoire du vieil homme, la trouvant incroyable. Pendant que la foule célèbre, notre garçon ne semble pas comprendre la situation, le chef de la secte commente alors à notre protagoniste que tout le monde semble satisfait du spectacle. Il poursuit son discours en disant que la violence a un pouvoir sacré et spécial. Les gens sont juste en train de réaliser sa valeur et que nos jeunes le feront aussi. Notre garçon l'attrape alors par le col et dit au chef de la secte d'arrêter de dire des bêtises. Il le regarde alors et dit qu'il est venu là juste pour trouver ce type, Friday. Le chef de la secte demande alors s'il parlait indirectement et révèle qu'il connaît la famille de notre protagoniste. Il mentionne ensuite les noms des membres de la famille et notre jeune homme est choqué, se demandant comment il sait cela. Avec un sourire moqueur, le blond demande s'il ne veut pas participer au combat maintenant. Le blond dit alors, il va répéter ce qu'il a dit avant. Il révèle alors que si notre garçon devient un héros, il pourra voir Mr. Friday. Avec une aura rouge, il ordonne à notre protagoniste de participer au combat et de montrer toute sa violence. À ce moment-là, une femme apparaît et demande si Baek Doha est le garçon aux cheveux noirs. Elle en conclut alors que notre garçon doit être le combattant qu'elle va superviser. Avec un regard furieux,
notre protagoniste accepte et dit de programmer un combat tout de suite. Le blond trouve ça drôle mais dit que le festival se termine à 10 h du soir. La femme dit alors de ne pas s'inquiéter car elle préparera tout pour demain. Notre jeune homme est choqué car elle révèle que la violence en dehors de l'arène est interdite. Le chef explique que la violence est sacrée et que l'utiliser à mauvais escient est comme un blasphème. Alors le blond appelle une femme nommée Anna vers eux. Il s'excuse de l'appeler pendant son jour de congé, mais elle dit que ce n'est pas grave. Notre jeune homme est choqué et confus car la femme ressemble beaucoup à quelqu'un qu'il connaît. Les yeux grands ouverts, il se demande si c'est Sanuda. La ressemblance de la fille avec sa sœur était si grande qu'elle l'a confondue pendant un moment. Plus tard, nous voyons une ville avec des bâtiments au coucher du soleil. Notre protagoniste a l'air fatigué et essoufflé après une longue journée. Il commence alors à s'entraîner pour se préparer au combat qui l'attendent. Tout en s'entraînant, il regarde une photo de sa famille avec un regard déterminé. Notre garçon semble avoir trouvé une nouvelle raison de se battre. Soudain, la femme apparaît et le félicite pour son dévouement. La femme assise sur le lit commente qu'ils sont seuls, mais notre protagoniste fait juste de l'exercice. Avec un regard sérieux, notre jeune homme demande ce qu'elle veut dire. Par là, elle explique que prendre soin des joueurs et les analyser est sa responsabilité. La fille s'approche alors et dit qu'elle était aussi curieuse de quelque chose. Elle le regarde alors et demande si elle peut toucher son corps. La femme sourit de manière suggestive et lui dit d'oublier ça. Elle leur dit ensuite d'aller à l'arène car il est temps. En arrivant à la branche de l'église des héros, nous voyons une grande statue. Notre garçon et la femme traversent une foule de gens. Notre protagoniste est impressionné par la quantité de personnes présentes. La femme dit alors qu'il y a environ 10 000 personnes rassemblées. Notre jeune homme est choqué par le nombre de spectateurs pour un combat. Elle explique que c'est naturel car regarder des combats est amusant. Toute la foule semble excitée de voir le spectacle de violence. Les gens fatigués de survivre voulaient échapper à la réalité et l'arène était la réponse. Elle en conclut que l'église leur a donné la joie de la violence et que cela fait d'eux des héros. Ils pensent alors que c'est une situation étrange de voir autant de personnes ensemble. La femme dit alors que tout le monde là-bas a juste besoin de suivre la règle. À ce moment-là, une fille aux cheveux violets salue la superviseure qui dit que la violence est interdite en dehors du ring. Sur ce, la superviseure dit à la femme de programmer le combat pour notre jeune homme le plus rapidement possible. Notre protagoniste réfléchit alors que la violence rend quelqu'un malheureux, mais peut rendre quelqu'un d'autre heureux. Notre jeune homme demande s'il doit se sacrifier et la superviseure répond oui parce que cela le rend précieux. Elle ajoute ensuite que le sacrifice est une vertu de héros et que c'est pourquoi tout le monde ne peut pas en être un. La femme aux cheveux violets les interrompt et dit à notre jeune homme d'aller à l'arène 2. La superviseure dit alors que pour devenir un héros, il ne suffit pas de gagner et qu'il doit atteindre un certain niveau. Elle le regarde et lui demande qu'il doit gagner de manière écrasante. Dans le couloir menant au ring, notre garçon est présenté pour son premier combat. Le présentateur l'annonce comme une recrue sans expérience ni compétences connues qui fait ses débuts. Son nom, Bagdoa, est annoncé avec sa taille et celle de Kilo. Son adversaire est un ancien lutteur professionnel nommé Mac Goragé. Le présentateur dit qu'il n'est pas nécessaire de le présenter, dès que le combat commence et notre garçon a déjà agi en appliquant un coup à l'adversaire. Avec l'homme immobilisé, notre garçon le jette au sol. Sans perdre de temps avec l'ennemi au sol, il lui donne un coup de poing au visage. Avec une expression calme, notre garçon fait face à l'homme qui n'a pas abandonné. L'homme en profite et applique une clé à notre garçon tout en lançant un rire bizarre. Le combattant professionnel nargue notre jeune homme en disant qu'il va lui paralyser le bras et qu'il est né avec une grande résistance. Notre garçon ne semble pas comprendre ce qui se passe et est dérouté par la situation. Mais avec une force absurde, notre protagoniste soulève son adversaire du sol même s'il est toujours pris dans une clé de bras. Avec un regard déterminé, il se prépare à renverser la situation, puis il écrase violemment la tête de l'homme contre le sol, inversant complètement la situation. Le combattant professionnel est laissé stupéfait au sol sans comprendre ce qui vient de se passer. L'adversaire est choqué de voir notre jeune homme debout et le fixant d'un air intimidant. Sans lui laisser le temps de respirer, notre protagoniste l'attaque à nouveau avec un coup dévastateur. La foule s'emballe devant la brutalité du combat et commence à applaudir avec enthousiasme. La foule crie que c'est un vrai combat et que le nouveau venu est très bon. Le présentateur commente que Mac Garagé n'a même pas eu une chance contre la recrue qu'il a facilement vaincue. Tout blessé, l'homme abandonne et supplie désespérément notre garçon d'arrêter de le frapper. Le juge lève alors le bras de notre jeune homme et annonce que Mac Garagé a été vaincu. Avec le visage ensanglanté, notre protagoniste essuie sa bouche avec une expression froide et calculatrice et tout cela a été fait juste pour qu'il puisse un jour trouver l'homme de cette statue, celui qu'on appelle Friday. Le superviseur s'approche et commente la formidable atmosphère de l'arène, lui demandant si c'est sa première fois ici. Puis un homme musclé apparaît et dit qu'il adore cet endroit car il n'a pas à se retenir et son record est de 15 combats. Avec un sourire macabre et des yeux rouges, il se révèle être un criminel et dit qu'il est le protagoniste ici, mais notre jeune homme ne perd pas de temps et le frappe avec un coup puissant à la poitrine. L'adversaire vole dans le mur qui se fissure sous la force de l'impact le laissant stupéfait. Avec cela, tout le public est silencieux et complètement choqué par la scène.
Notre protagoniste dit alors qu'il le veut tout de suite. Il ordonne ensuite que son prochain adversaire soit amené tout en marchant sur le corps du combattant vaincu. La foule change d'avis et commence à crier qu'il est réel et qu'ils l'encourageront. Puis un nouvel adversaire avec une crête verte apparaît dans l'arène se préparant à combattre notre jeune homme. L'homme à la crête charge alors que la foule scande de l'écraser, mais avant qu'il ne puisse attaquer, notre protagoniste apparaît devant lui et touche son visage avec sa main. Il assène ensuite un coup de poing dévastateur qui s'enfonce dans la poitrine de son adversaire avec un regard froid et sans être ébranlé, il dit simplement d'amener le prochain combattant. Alors que le corps de l'adversaire tombe au sol, il répète qu'il veut le prochain adversaire maintenant. Notre garçon continue de se tenir sur le corps de son adversaire et demande le prochain adversaire sans repos. Et puis un autre adversaire est rapidement vaincu alors qu'il continue de demander un de plus. Mais après tant de combats d'affilée, notre jeune homme commence à tousser et a l'air un peu fatigué. Même en toussant, il soulève son adversaire tombé au sol pour montrer qu'il a gagné une fois de plus. Et la scène se répète une fois de plus avec un autre corps au sol alors qu'il demande le prochain. Avec un regard déterminé, il pense à sa famille et dit qu'il arrivera bientôt en leur demandant de rester en vie. D'en haut, les deux superviseurs observent toute la foule qui devient folle avec le spectacle. La femme aux cheveux violets commente qu'il a fait ses débuts aujourd'hui et a déjà remporté 8 victoires consécutives. Le superviseur remarque alors que Jonso n'est pas venu voir ce qui pour elle signifie. Ce n'est toujours pas suffisant. Elle décide donc qu'il est temps d'envoyer le combattant. Ils se sont préparés spécialement pour notre jeune homme. À ce stade, le présentateur annonce que l'événement principal de la journée est enfin sur le point de commencer. Puis le présentateur demande à la foule excitée si quelqu'un sera capable d'arrêter le monstre recru. Mais notre protagoniste a l'air confus alors qu'il entend le présentateur annoncer la star populaire de Jamsil. Et à la surprise de tous, le grand adversaire est un enfant nommé Sinjaun qui entre dans l'arène. Notre jeune homme n'y croit pas et se demande s'il est sérieux qu'ils doivent combattre cet enfant maintenant. À ce stade, toute la foule crie pour que le nouveau monstre soit détruit. L'un des spectateurs dans le public crie avec un sourire bizarre pour qu'ils en finissent avec le petit garçon. Avec cela, notre jeune homme ressent l'intention meurtrière et réalise à quel point cet endroit est vraiment absurde.